Avec nos deux débatteurs du dimanche. Un petit nouveau pour le dimanche. Mathieu Hoc, bonjour. Bienvenue à vous, mon cher Mathieu Hoc. Vous êtes membre du think tank Le Millénaire. On va vous entendre dans un instant. Nous sommes avec Nicolas Corato également. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Président fondateur du think tank Place de la République. On va parler évidemment de la survie et de la longévité du gouvernement Bayrou, puisque la commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat a lieu cette semaine. L'Assemblée nationale, les députés qui doivent retoucher le texte voté pour le budget au Sénat. Est-ce que cette majorité va tenir longtemps, si majorité il y a? On en parlera, mais avant ça, j'aimerais une réaction de vous deux, à chaud, à cette déclaration stupéfiante de Donald Trump dans la nuit, donc, qui propose comme solution de long terme au conflit israélo-palestinien de, je cite, faire le ménage dans la bande de Gaza, en relogeant, ce sont ces termes, la population de Gaza, 1 500 000 personnes a priori à peu près, soit en Égypte, soit en Jordanie, à court ou à long terme, le temps donc que les terroristes de la bande de Gaza soient l'objet d'une traque en quelque sorte. Et comment on peut accueillir une déclaration aussi spectaculaire du président de la première puissance mondiale? Mathieu Hoc. Ce que fait Donald Trump, c'est assez classique dans sa vision de la politique étrangère. C'est-à-dire qu'il fait primer le rapport de force. Et il fait primer le rapport de force avec ses ennemis, qu'il désigne, le Hamas, les islamistes d'un point de vue plus global au Moyen-Orient. On se souvient que Donald Trump, sur son premier mandat 2016-2020, avait lutté contre le terrorisme islamiste, notamment contre Daesh au Levant. Et c'était sous l'époque de Donald Trump que la coalition internationale avait abattu Daesh. Donc il joue le rapport de force avec ses amis, avec ses ennemis, donc le Hamas en l'occurrence, en promettant de faire pleuvoir l'enfer sur Gaza si le Hamas n'avait pas signé cette trêve de paix. Et cette trêve, ce cessez-le-feu exactement. Et en revanche, il joue aussi le rapport de force avec ses alliés. Il le joue avec l'Europe déjà dans un premier temps où effectivement il nous met énormément de pression, et il le fait également avec Israël. Et donc il dit aujourd'hui, si Israël, pareil, vous n'êtes pas en faveur de la paix, vous n'allez pas vers la paix, nous aussi nous pouvons suspendre l'aide militaire, etc. à votre égard. Et donc il faut avoir une solution. Il essaye de trouver des solutions. Est-ce que c'est la bonne? A priori, effectivement, reloger 2 millions de personnes de Gaza, surtout en Égypte ou en Jordanie, c'est quelque chose qui n'aboutira jamais probablement. Mais c'est comme ça que lui voit les rapports de force au niveau international. Nicolas Corato. Tant que je gagne, je joue. C'est la logique de Donald Trump, qui pense avoir gagné la première phase avec effectivement cet accord de cessez-le-feu. Il y a quand même un accord qui a été conclu sous Joe Biden. Sous Joe Biden, mais dont tout le monde lui reconnaît une partie de la paternité, y compris Joe Biden d'ailleurs, à demi-mot, mais y compris Joe Biden. Le sujet qui est devant nous, c'est quand même le sujet de la stabilité de la région, parce que en agitant, et je suis d'accord avec vous, en préparant un rapport de force, mais en agitant le conflit et en le répandant sur les voisins, il risque de mettre à mal des régimes qui sont nécessaires à la stabilité de la région. Le régime jordanien, le régime égyptien, quoi qu'on en pense, nous démocrates sont aujourd'hui des pôles de stabilité, y compris pour Israël, dans la région. Et commencer à dire notamment aux Jordaniens qui ont déjà plusieurs millions de réfugiés palestiniens sur leur territoire, que quelques centaines de milliers, voire quelques millions pourraient arriver demain, c'est d'une certaine manière mettre en déséquilibre et même mettre en porte-à-faux le régime actuel en Jordanie. Donc Donald Trump joue la stratégie du pire au Moyen-Orient. Un point peut-être, c'est que traditionnellement la reconstruction au Moyen-Orient, elle échoue vers qui? Elle échoue vers l'Union européenne. Et c'est à l'Union européenne de prendre la main sur la construction. Donc nous, aujourd'hui, commentateurs, un dimanche matin, on peut condamner les paroles de Donald Trump, mais nous, Européens, normalement, on serait en droit d'attendre aussi une proposition de l'Union européenne beaucoup plus claire, beaucoup plus concrète pour rebâtir Gaza. Ou même de la France ou de l'Allemagne, et de propositions claires et concrètes, il n'y a pas. Oui, enfin, ce sujet maintenant, il est européen. Il faut arrêter de dire la France ou l'Allemagne, c'est terminé. Maintenant, il faut que ce soit l'Union européenne qui prenne la main sur les exercices de reconstruction politique et économique à Gaza et plus largement en Palestine. Un mot, Mathieu. Mais le sujet effectivement qu'a posé Nicolas est très juste. C'est quel est l'avenir de la Palestine. On dit il faut créer un État palestinien. On avait travaillé sur cette question-là. Donald Trump ne le dit pas. Et Donald Trump ne le dit pas déjà. Mais effectivement, la problématique, c'est vous voulez créer un État palestinien, d'accord, mais comment vous le faites? Vous avez déjà le territoire est séparé. Vous avez la bande de Gaza, vous avez la Cisjordanie. Ces deux territoires qui sont différents. Le Gaza est administré par le Hamas, élu
entre guillemets en 2005-2006. Il y a longtemps, il n'y a pas d'élection depuis les années 2000. Et ce sont des terroristes islamistes, il faut le dire. Et la Cisjordanie est un État qui est difficilement un État puisqu'il est morcelé d'un point de vue territorial. Il est aujourd'hui administré par l'État d'Israël et il contient aussi également plus de 2 millions de dits Palestiniens. Donc à un moment donné, comment vous faites aujourd'hui? L'architecture me paraît très compliquée. Selon nous, il faudrait qu'il y ait un protectorat de la Cisjordanie par la Jordanie, c'est ce qui pourrait être le plus facile à imaginer, mais on voit bien que les statuts sont tellement différents. En plus, il y a la question des réfugiés palestiniens à l'extérieur du territoire de la Palestine mandataire, donc le territoire d'Israël plus la Cisjordanie plus Gaza. Donc lorsque vous avez l'ensemble de ces problématiques qui sont posées, ce ne sera pas avec des grandes déclarations qu'on va les résoudre. En revanche, Donald Trump avait quand même fait avancer la paix au Moyen-Orient sur son premier mandat avec les accords d'Abraham, en normalisant les relations entre Israël et un certain nombre de pays du Golfe, notamment les Émirats ou le Bahreïn et le Maroc. Et le Maroc également dans la foulée. On va parler maintenant de la politique franco-française. Je le disais, la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs est prévue cette semaine. Le Sénat a voté un texte de budget avec un certain nombre d'économies. Trop d'économies pour le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner. En d'autres termes, les socialistes de l'Assemblée nationale sont mal parti pour valider le budget des sénateurs. Est-ce que le gouvernement Bayrou peut vivre ces derniers jours pendant les 2 semaines qui viennent? Nicolas Corato. Oui, très clairement. On a toujours dit d'ailleurs que le sujet, contrairement à ce que nous disaient par exemple les députés de la France Insoumise, le sujet, ça n'était pas la censure du gouvernement au moment de la déclaration de politique générale. Le moment où va se poser la question de la continuité du gouvernement Bayrou, c'est bien celui du budget. C'est le budget qui concerne les Français. C'est le budget qui va fixer la ligne entre l'austérité et la relance et l'arbitrage qui sera fait entre l'austérité et la relance pour les 68 millions de Français. C'est bien le moment où doivent s'afficher les clivages, les arbitrages et puis aussi les positions diverses. Donc oui, le sort du gouvernement Bayrou, mais ça n'est pas nouveau et plusieurs le disent depuis des semaines, bien entendu qu'il est conditionné par la présentation de ce budget à l'Assemblée nationale. Oui, et comment on va mettre tout le monde d'accord? Précisément, vous, Mathieu Hoc, vous êtes au think tank Le Millénaire, think tank classé plutôt à droite, proche des Républicains. Concrètement, on se dirige pas du tout vers un budget, si on peut s'attendre à quelque chose de l'Assemblée nationale, qui vous convienne. Ah non, mais de toute façon, à l'Assemblée nationale, il y a une majorité de gens qui sont contre une politique raisonnable de gestion des finances publiques. Quand vous regardez aujourd'hui les amendements qui ont été proposés par le Mouvement populaire, votés par le Rassemblement national, on voit très bien que l'idée, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un problème, une problématique économique, une problématique sociale, etc., la réponse est toujours plus d'impôts, un impôt supplémentaire. Je prends un exemple pour illustrer. On dit qu'il y a effectivement un problème de retraite, par exemple de financement du modèle de retraite, et c'est effectivement le cas, alors qu'il faudrait avancer sur des solutions qui sont des solutions rationnelles, proches de celles que font nos pays européens. Donc par exemple, effectivement, revenir sur l'âge de départ de la retraite, augmenter l'emploi des seniors, ou introduire un peu de capitalisation pour financer et soutenir le régime par répartition qui est dans un état quasiment de déficit structurel. Alors que c'est vers cela qu'il faut tendre. Les différentes oppositions à l'Assemblée nationale pensent qu'il faut faire plus d'impôts et notamment par exemple taxer les retraités. C'est-à-dire qu'on va taxer doublement la vie de ceux qui ont travaillé toute leur vie. Donc je trouve que c'est absolument insupportable d'un point de vue des finances publiques et d'un point de vue des Français qui, il faut le rappeler, 71% d'entre eux ne veulent pas plus d'impôts. Et donc la solution ne sera jamais plus d'impôts dans le pays qui est déjà le champion d'Europe des prélèvements obligatoires, 48% du PIB. La ministre Amélie de Montchalin a précisé dans la presse ce dimanche, si jamais le déficit excède les 5,4% du PIB, on aura du mal à empêcher un emballement des taux d'intérêt sur la dette française. Comment on fait pour le réduire du coup ? Écoutez, on écoute ce qui se passe en ce moment dans la commission d'enquête qui essaye de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes arrivés dans cette impasse budgétaire qui, pardonnez-moi, ne relève pas d'une politique de gauche. Enfin, je veux bien qu'on incrimine la gauche à chaque fois qu'il y a un déficit, mais en l'occurrence, la gauche, ça fait un moment qu'elle n'est plus au pouvoir dans ce pays. Ça n'a pas empêché le déficit de filer, tout comme à des moments où la droite a eu le pouvoir également dans ce pays. Donc, le sujet, quand on écoute la commission d'enquête, je suis d'accord avec vous sur les réformes structurelles et la gauche a toujours fait des réformes structurelles. Mais c'est un peu tartuffe de dire que ça va régler. Vous savez très bien que c'est pas en un an qu'on va pouvoir mettre en place des réformes structurelles.
structurelles qui vont nous permettre d'arriver à l'objectif. Donc, soyons concrets aussi. Soyons économiques et soyons réformistes. Le sujet aujourd'hui... Soyons réformistes, c'est pas la gauche. Quand vous entendez la commission d'enquête, qu'est-ce que vous entendez? Vous n'entendez pas que la dépense publique a filé. C'est pas ça qui a filé, qui a décroché. C'est des impôts contrebaissés pour vous. C'est un déficit de recettes dans les caisses de l'État. Ce sont les recettes de l'État qui ont... Non, mais ce sont les recettes de l'État qui ont manqué. Et donc, pardon, mais j'ai l'impression qu'il y a un consensus, pas ici, mais il y a un consensus, y compris dans cette commission d'enquête, pour dire que ce qui a manqué et ce qui fait qu'aujourd'hui que la France est dans cet état, c'est que nous n'avons pas fait rentrer suffisamment d'impôts dans les caisses. Et donc, pardon de le dire, ça interroge ce qui s'est passé depuis plus de 8 ans dans ce pays, où effectivement il y a eu une politique pro-business, pro-capital, pro-patrimoine, où un certain nombre de Français ont payé moins d'impôts, et qu'au final, c'est le contribuable français qui va payer la différence. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, pardon de le dire, c'est comment est-ce qu'on rétablit un impôt juste, comment est-ce qu'on rétablit la charge de cette fiscalité vers laquelle on ne pourra pas échapper. C'est complètement, c'est complètement irresponsable de votre part de dire qu'on peut s'en sortir sans augmenter les impôts. Et ce que j'entends de la part des Républicains est complètement irresponsable. Ces gens ne regardent pas la réalité en face. Pardon, il va falloir parfois arrêter de faire de la démagogie, dire la vérité aux Français et leur dire que oui, pour relever la pente, il va falloir payer un tout petit peu plus d'impôts. La question ensuite, c'est qui paye le plus la note. Ouais, je reconnais bien là, Nicolas, mais non, je vais prendre 2 points parce qu'il y a 2 choses qui ont été dites. Le premier élément qui me paraît important, c'est sur les dépenses. Vous dites les dépenses n'ont pas filé. Si, les dépenses depuis 40 ans, les dépenses publiques ont filé. La France dépense, je vous ai pas coupé. La France dépense 56% de son PIB en dépenses publiques. C'est l'équivalent donc de plus de la moitié de la richesse nationale. Le reste des pays de l'OCDE en moyenne c'est 49%. Donc déjà, si la France dépensait autant dans les services publics ou dans la protection sociale que les autres pays européens, les autres pays de l'OCDE, alors la France économiserait 200 milliards d'euros. Mais en guise de conclusion, j'aimerais vous amener sur un autre point qui est important. Concrètement, ce que vient de dire Nicolas, ça ressemble à peu près à ce que diront les députés socialistes cette semaine et la semaine suivante dans leur proposition pour le budget hausse d'impôts plutôt que baisse des dépenses, par exemple. Globalement, on peut s'attendre à ça sans que je vous caricature, mon cher Nicolas. C'est pas votre genre, d'ailleurs. Non, c'est pas du tout mon genre. Par conséquent, Mathieu, qu'est-ce que vous appelez les députés, pourquoi pas les Républicains, à censurer le gouvernement Bayrou s'il finit par faire passer un budget qui comporte des hausses d'impôts? Oui, en effet. Enfin, moi, j'appelle personne à censurer personne. Je ne fais pas de politique, mais en effet. Non, mais en effet, d'un point de vue, moi, je prends juste faut penser à la France d'abord. Quand on pense à la France, on ne peut pas aujourd'hui faire de nouvelles hausses d'impôts dans un pays qui, sauf qu'il y a des chances qu'il y en ait dans ce prochain budget s'il passe. Mais oui, mais le problème en fait, c'est que c'est toujours le même remède. C'est-à-dire que, et moi, c'est ça qui me marque beaucoup, c'est que même en France, quand on veut imaginer une politique d'austérité ou de rigueur, par exemple, on avait le fameux tournant de la rigueur de 1983. Nicolas de François Mitterrand. Exactement. Et qu'est-ce qu'on voit après le tournant de la rigueur de 1983? Les dépenses publiques ont encore augmenté, c'est-à-dire que en 86, quand Jacques Chirac est arrivé à Matignon. Non, en 85. En 82, les dépenses publiques sont de 300 millions, équivalent 300 millions d'euros sous Mitterrand. En 85, donc il n'y a pas encore Monsieur Chirac et qui fait les privatisations. Et elles sont à 390. Donc il faut baisser la dépense publique avant d'imaginer de nouvelles hausses d'impôts. Question rapide à vous deux. En dernier mot, on crée des politiques d'austérité en augmentant les dépenses. J'ai compris ce que vous pensiez du fond, mais qu'est-ce qui est le plus important? Avoir un gouvernement qui tienne encore quelques mois, quel que soit le budget qui passe, ou alors ne pas avoir de gouvernement mais éviter des hausses d'impôts dans le prochain budget? C'est simple, réponse simple. Non, mais la réponse simple, il faut un gouvernement. Donc, quitte à voter de nouvelles hausses d'impôts. Quitte à avoir voté un bon budget. Voilà. Nicolas Corato, et un bon budget. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Moi, la question d'avoir ou pas un gouvernement, c'est une question qui relève du président de la République. Et c'est pas à nous d'en subir les conséquences. Non, vous avez le droit de vouloir ou de souhaiter la chute d'un gouvernement. S'il y a une crise institutionnelle, la question se posera immédiatement au président de la République et pas aux citoyens. La question qui se pose avec le vote de ce budget, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'année 2025 et certainement pour les années suivantes. Est-ce qu'on veut que la France rentre dans une période d'austérité que les Français n'ont ni voulu ni mérité, ou est-ce qu'on veut qu'on s'attelle véritablement à réintroduire de la justice fiscale et sociale dans ce pays? Eh bien, on en reparlera, pourquoi pas, avec vous, un prochain dimanche sur Sud Radio. Nicolas Corato, merci à vous, fondateur du think tank Place de la République. Merci également à Mathieu Hoc, membre du think tank Le Millénaire.